Voilà, Boker Tov. Alors, comme je vous disais, donc voilà, j'ai dû prendre. En fait, finalement, j'ai fait une pause de 2 mois. Mon dernier cours, c'était le 26 février et aujourd'hui, on est le 26 avril. Je me suis dit, c'est marrant la précision. Mais bon, voilà, je dirais que c'était une période qui était très, en tout cas pour nous, au niveau familial, personnel, ça nous a beaucoup bonifié. Euh, il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé. Je dirais pas que c'était agréable, mais bon, voilà. D'une certaine manière, c'était profitable. Et donc, j'en profite, voilà, pour dire merci à Hachem pour tous les miracles qu'on a vécus et que Bezrat Hachem, ça continue encore. Voilà. Alors, on se retrouve pour notre étude sur Pirkei Avot. Aujourd'hui, on va faire deux Mishnah. J'espère qu'on va avoir le temps, mais je pense que oui. Et je vais donc, comme d'habitude, vous montrer en hébreu et en français ce qu'on va étudier aujourd'hui. D'accord? Alors, hop, partager l'écran. Hop, je vous le partage. Hop. Donc, moi, je ne vois pas l'écran, donc je vais vous le lire en hébreu directement. Donc, Yossi ben Yoézer, Ish Sereda, ve Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalem, Kiblu Mehem. Donc, on nous parle de deux personnes qui s'appellent Yossi ben Yoézer et un autre qui s'appelle Yossi ben Yochanan. Et on va expliquer qui sont ces deux géants, qui sont ces deux personnes. Alors, le premier qui s'appelle donc Yossi ben Yoézer dit Omer, Yehi betecha bet vaad lachachamim, ve'eve mitavek be'afar raglehem, ve'eve shote betzama et divrehem. Attendez, non, pardon. Oui, oui, attendez, c'est pas la bonne Mishnah, c'est celle d'avant. Voilà, là voilà. Ce qui veut dire donc en français que ta maison soit un lieu de rencontre pour les sages. Assieds-toi dans la poussière de leurs pieds. Alors, il y a écrit attache-toi à la poussière de leurs pieds et bois leurs paroles avec soif. D'accord? Ça, c'est le premier qui dit ça. Et le deuxième, donc c'est Yossi ben Yochanan, ben Yerushalayim Omer, Ye betecha patuach lerevacha, Vei anim bne anim bne betecha. Que ta maison soit largement ouverte, que les pauvres fassent partie de ta maison. Val tarbe sicha im haisha, beishto amru, kal vachomer, beishet ravero. Et ne t'engage pas dans des conversations euh, futiles, on va voir, avec la femme. Et donc, c'est dit à propos de sa propre femme et à plus forte raison, l'épouse d'un autre homme. D'accord? Bon, alors, on va essayer de expliquer un petit peu c'est quoi le lien, dans quel contexte ces Mishnayot nous ont été données et pourquoi elles finissent, j'ai envie de dire, un peu en queue de poisson en nous disant qu'il ne faut pas trop parler aux femmes. Oh, alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment tout ça, ça s'agence. Vous allez voir, c'est comme d'habitude plein de sagesse et plein de bienveillance. Alors, à cette période-là, on se retrouve en fait euh, au moment donc ce qu'on appelle les zougotes. C'est quoi les zougotes? Eh bien, on a le Sanhédrin. D'accord? On est après la période des gens de la Grande Assemblée. Vous vous rappelez, les gens de la Grande Assemblée, c'était 120 sages qui étaient constitués de prophètes. Et puis après, la prophétie s'est arrêtée et les Anshe Knesset Agdola ont été remplacés par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est plus des prophètes, ce sont des Talmidei Chachamim, ce sont des sages. Et donc, je vais vous montrer une photo du Sanhédrin. Il s'agit donc de 71 sages qui sont assis, regardez comme ça, en demi-cercle. Vous voyez, ça vous donne une idée de ce que c'est le Sanhédrin. Et le Sanhédrin s'asseyait à la base dans ce qu'on appelle le Lishkat Agazit, c'est-à-dire la cour du Beth Amikdash.
D'accord? Et après, à la destruction du Beth Amikdash, le Sanhédrin va s'installer plus loin, dans les rues de Yerushalayim, puis plus après à Yavne, d'accord? Donc c'est une autre ville en Israël, à Ousha, à Tzipori. En fait, il va s'exiler parce que on va être sous l'autorité romaine et donc du coup, on va devoir être, il va devoir être le plus discret possible. D'accord? Et au 5e siècle de notre ère, où il n'y a plus de Sanhédrin, et là, l'autorité rabbinique va passer en Chutz La'aretz, en Babylonie, dans des yeshivot comme Nehardea, Pombedita. Voilà, donc si vous voulez, c'est l'ère historique dans laquelle on se trouve. Et Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yochanan vivent à l'époque du début de la domination grecque et à l'époque de Hanouka, en fait, de la révolte des Maccabim. Donc, c'est une période de grand bouleversement politique et religieux. Alors, pourquoi on les cite ensemble? Parce que à cette époque-là, le peuple juif est géré par ce qu'on appelle des zougotes. Alors, c'est quoi des zougotes? Des zougotes, c'est un binôme de deux rabbinim. D'accord? Il y en a un qui va plus gérer, on va dire, l'aspect politique. C'est ce qu'on appelle le nasi. D'accord? Et puis, il y a le Av Bet Din qui va gérer plutôt les affaires religieuses. D'accord? Et donc, pendant un siècle, il y aura donc 5 zougotes, 5 binômes qui vont se succéder. Le plus fameux, c'est celui de Hillel et Shammai. D'accord? C'est le dernier des 5 zougotes. Et le premier, c'est donc Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yochanan. Donc, quand ils donnent ces recommandations, donc ils vont parler de nos maisons. Il faut comprendre que c'est une époque qui est très, très difficile pour le peuple juif, parce qu'on est sur notre terre, sous domination des Grecs. Mais souvenez-vous, à l'époque de Shimon HaTzadik, donc ça c'était la Mishnah numéro 2, donc c'était euh, quelques générations avant eux. Souvenez-vous que quand Shimon HaTzadik il a rencontré Alexandre le Grand s'est prosterné devant lui. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une admiration des Grecs pour la sagesse des Juifs. D'accord? Et en fait, au fur et à mesure, la situation s'est dégringolée. Je ne vais pas vous faire tout un cours d'histoire. Mais il y a eu l'histoire, il y a eu Ptolémée et il y a eu ensuite le partage des terres qui fait que la Judée s'est trouvée sous l'emprise en fait ce qu'on appelle les Séleucéides, c'est-à-dire que c'était une partie de l'Empire grec. Et c'est là qu'ils ont mis des décrets qui ont interdit l'étude de la Torah, la Brit Mila, le Rosh Chodesh et le Shabbat. C'était interdit de faire ces 4 mitzvot-là. Et donc, là, on a la période des Hashmonaïm où les Juifs vont s'opposer au pouvoir grec, d'accord? Donc, c'est la période, comme je vous ai dit, de Hanouka. Et au début de cette opposition, il y a ce zoug, ces deux rabbinim, le Nasi et le Havbeddin, qui vont s'opposer ouvertement à la domination grecque. D'accord? D'ailleurs, Yossi ben Yoézer va mourir tué par les Romains. Il va être condamné à mort. D'accord? Alors, ce zoug-là, en fait, ces deux rabbinim vont en fait nous donner la feuille de route pour appliquer les propos de Shimon HaTzadik. Souvenez-vous, Shimon HaTzadik nous a dit que le peuple juif repose sur 3 choses. Sur l'étude de la Torah, sur le service divin, d'accord? C'est-à-dire la Torah et les mitzvot, et sur la bonté, le chesed. D'accord? Alors, là, le service divin, on l'avait vu à la dernière Mishnah, c'était ce que nous disait Antignos Ish-Socho. Il nous disait, tu dois servir Hachem, vous vous rappelez, mais pas pour recevoir une récompense. Vous vous rappelez, bon, on avait fait tout le cours. Pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le revoir. Là, dans ces 2 Mishnah, on va s'occuper en fait des 2 autres piliers, qui sont la Torah et le Chesed. En fait, ce zoug, souvenez-vous du contexte. C'est une époque où tout celui qui enseigne la Torah est passible de mort. Les maîtres, les rabbinim sont exécutés et ils continuent encore d'enseigner.
Et la question se pose, comment transmettre une telle Torah dans ce contexte-là? Le secret, c'est quoi? C'est la maison. Quand dans la maison, tu mets une maison de Torah, une maison de Chesed, c'est bon. Tu assures la passation des valeurs du judaïsme. Et nous, on ne vit pas à leur époque de ce zouk, on ne vit pas à l'époque d'une domination grecque. On n'est pas en danger. Mais en vérité, on est aussi un peu en guerre. Alors nous, au sens propre, les Israéliens, depuis 2 ans et demi, mais aussi au sens figuré, puisqu'en fait, on est pris d'assaut par un modèle qui est le modèle occidental, qui sape nos valeurs et qui ruine la santé morale de nos enfants et qui empêche, érode toute possibilité vraiment de passation de nos valeurs. Et nos enfants, ils sont en contact avec le monde. Ils partent à l'université, ils partent à l'armée, ils partent à l'étranger. Et donc, on va envoyer nos enfants en dehors. Comment faire pour qu'ils restent juifs? Comment faire pour qu'ils restent fidèles aux valeurs qu'on leur a inculquées? La clé, c'est la maison. C'est la maison. Puisque en fait, un enfant porte toujours en lui sa maison. La maison, c'est le cadre qui permet la passation de ce qu'on appelle la Yiddishkeit. C'est quoi la Yiddishkeit? C'est l'identité juive. Pourquoi? Parce que l'identité d'une personne se forge à la maison. La maison juive, le Beit HaYehudi, notez bien cette phrase, c'est l'incubateur du peuple juif. Et ça va se faire par des valeurs, parce qu'on va montrer aux enfants, parce qu'on va mettre dans nos maisons des livres, par les gens qu'on va faire venir chez nous, les Talmidei Chachamim, pas seulement aussi les pauvres, tout le monde. Ça se fait par le rassemblement, par la rencontre, par le partage. Et c'est ce que nos sages vont venir nous expliquer. D'accord? C'est bon? Vous êtes bien réveillés ce matin? Oui? Allez, on va voir ça ensemble. Alors, moi, ça m'a beaucoup ému de préparer ces deux Mishnah, parce que, je vais vous dire la vérité, c'est quelque chose de personnel, mais j'ai eu l'impression que ces deux Mishnah m'ont décrit la maison de mes parents. Je ne sais pas si elles décrivent la mienne, mais elles décrivent clairement la maison dans laquelle j'ai grandi. Je vous ai déjà dit que moi, je viens à la base d'une famille qui est plutôt traditionnaliste, d'accord? Comme le Rav Sitruk l'appelait la famille Kiddush Télé. Et Baruch Hashem, avec le temps, on a tous beaucoup évolué, et mes parents y compris, Baruch Hashem. Et en fait, j'ai eu l'impression, vraiment, quand j'ai étudié la Mishnah, surtout dans le livre du Rav Lau, que ça m'a décrit en fait le cheminement de ma maison, de la maison dans laquelle j'ai évolué, de ma famille. Et ça m'a beaucoup, beaucoup ému. Vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ta maison soit une lieu de réunion pour les sages? Jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'il y ait des rabbinim qui s'asseyent chez nous, bah, c'est pas évident tout de suite comme ça. Alors, le Rav Chaim de Vologine va déjà nous apporter une première explication, qui est que c'est quoi une réunion pour les sages? Que ta maison soit une réunion pour les sages? Eh bien, dans ta maison se rencontrent tous les maîtres. Le Maharal, le Gaon de Vilna, Rashi, le Rabbi de Lubavitch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, tous. C'est-à-dire quoi? Avoir une grande bibliothèque très diversifiée avec nos merveilleux rabbinim de toutes les époques. Et pourquoi ça m'a fait sourire, ça m'a vraiment émue, parce que chez moi, dans la maison où j'ai grandi, il y a une pièce qui est donc la bibliothèque, ça s'appelle la bibliothèque, mais c'est une pièce. Et mon père, il adore le dimanche aller dans les librairies juives, et en général, il repart toujours avec un, deux livres qui fait que j'ai grandi dans une maison qui, comme je vous dis, n'était pas forcément la plus pratiquante du monde, mais qui avait peut-être 500 livres de Torah à la maison. Ce qui fait que moi, personnellement, quand j'ai voulu évoluer, bah, enfin, c'était une époque avant les cours sur Internet, tout ça. Puis bon, je lisais aussi beaucoup le Shabbat. Bah, j'avais qu'à me servir dans la bibliothèque. Et donc, j'ai découvert comme ça le Maïmonide, j'ai découvert comme ça les Midrashim.
J'ai fait toute ma culture. Je vous ai dit, moi, j'ai pas été ni au séminaire ni à l'école juive, mais j'avais les livres que mon père ramenait. Maintenant, est-ce que mon père lisait ces livres? Pas spécialement. Et il me disait, non, moi, j'aime avoir des livres à la maison, même si je les ouvre pas. Euh, et ce qui me touche le plus aussi, c'est, vous connaissez la collection du Talmud du Rav Tenzalt, Zatzal. Et c'est un Talmud spécial en français et décortiqué à la manière, et selon le génie du Rav Steinsaltz. Et en fait, mon père, et donc en fait, les volumes sont sortis au fur et à mesure. Il n'y a pas sorti tous les volumes d'un coup. Et donc en fait, mon père, dès qu'il y a un volume du Steinsaltz qui sortait, le libraire l'appelait, il disait, Monsieur Sidbon, on a un nouveau volume, est-ce que vous le voulez? Oui, je le veux. Et donc au fur et à mesure, j'ai vu les volumes du Steinsaltz qui commençaient à décorer la bibliothèque et à l'agrémenter. Encore une fois, sachant que je ne sais pas si mon père les a déjà ouverts, mais c'était important pour lui d'avoir ça. Donc c'est déjà une première ouverture. Et c'est vrai que Baruch Hashem, aujourd'hui, on reconnaît une maison juive à sa bibliothèque. Chez les non-juifs, il n'y a plus de bibliothèque. Il y a un grand écran. Et nous, on peut avoir le grand écran, ceux qui veulent, pas de problème, mais on a aussi la bibliothèque. Et ça, c'est ce qui fait que notre maison, déjà, d'une manière visuelle, bah, je ne sais pas si on voit la mienne. Bah, là, moi, j'en ai deux. Ça, c'est la mienne avec les livres en français et en anglais. Et puis, de l'autre côté, en face, il y a celle de mon mari avec les livres en hébreu. Alors, visuellement, on se retrouve entouré de nos chachamim. Visuellement. Euh, et donc, même au niveau de l'attitude, voilà, on sait qu'on ne doit pas changer. Voilà, des fois, moi, je dis aux enfants, attention, ne fais pas des bêtises, hein. Regarde, il y a les livres autour de toi. Donc, on se retrouve entouré de ça. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Ce que nous dit le Rav Chaim de Vologine, même si tu n'ouvres pas les livres, il faut qu'ils soient présents chez toi. Et je vous ai dit, moi, à titre personnel, ça a été une immense ouverture. La deuxième, qui fasse partie de ta maison, c'est-à-dire que les rabbinim, il faut les connaître. Avoir le respect des rabbinim. Alors ça aussi, c'est autre chose. Ça, c'était la maison de ma grand-mère. La maison de ma grand-mère, il y avait des photos de rabbinim partout. Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Meir, le Rabbi Lubavitch, le Baba Salé. Vous connaissez bon, les photos partout, partout, partout. Dans la maison de ma grand-mère. Alors bon, moi j'ai essayé d'hériter. Là, on va pas bien. Je sais pas pourquoi la vidéo ça fait comme ça. Bon, je sais pas. En tout cas, hop, pardon. En tout cas, voyez, moi j'ai un tableau, voilà, avec 119 rabbinim. Et donc, voilà, ils sont à la maison, ils sont là. Alors ça va, comment dire, donner quoi comme sentiment à la maison? Ça donne le respect des rabbinim. C'est vrai que dans le monde séfarade, même si on était traditionnaliste, c'était très fréquent d'avoir des photos de rabbinim chez nous. Et donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu la deuxième façon. D'accord? Ils sont là, on les connaît pas forcément tous, mais on leur donne, on leur doit le respect. On ne connaît pas forcément leur message, on ne connaît pas forcément leur sagesse, on ne connaît pas forcément leurs enseignements, mais on connaît la grandeur de leur personne. Et c'est vrai que dans le monde séfarade, c'est quelque chose, on avait vraiment dans le gène le respect du Rav. D'accord? Ça, c'est la deuxième façon. C'est-à-dire que pas forcément au point de les fréquenter, pas forcément qu'ils fassent partie de notre cercle de fréquentation, mais il y a le respect. La deuxième façon. La troisième façon, évidemment, ça c'est depuis 20 ans, les invités chez nous, c'est les invités dans nos écrans. D'accord? C'est écouter des cours. Alors moi aussi, c'est marrant parce que je me rends compte, j'appelle ma mère, elle est en train de cuisiner et elle a en fond toujours un cours de Torah. D'accord? Je vais en parler. Je vais en parler. Le fait d'écouter des cours, c'est quelque chose de très louable. Vous allez voir un peu plus tard qu'on va affiner cette chose-là. Mais on les fait rentrer dans notre maison. C'est-à-dire que là, on commence à connaître leur enseignement. D'accord? La quatrième façon.
ce que nous dit le Rav là-haut. Donc, je vous rappelle que mon étude, elle est basée sur ces Sfarim-là, d'accord? Yachel Israël, je crois qu'ils sont épuisés. C'est les commentaires du Rav Israël Meir Lau, Shlita sur Pirkei Avot, d'accord? Il y a 6 volumes, ça c'est donc le premier volume. Quatrième façon, c'est évidemment organiser des cours de Torah chez soi. D'accord? Puisqu'on se dit, ah, bah, c'est bien le contact avec les maîtres, mais c'est pas avec les rabbinim, mais YouTube, ça a quand même ses limites. Je peux pas poser des questions, je peux pas, voilà, je peux pas faire tout ça. Et donc, je fais venir le rab chez moi. Et ça apporte beaucoup de bracha. Euh, Personnellement, moi, j'ai commencé comme ça, à en transmettre. C'était dans les maisons, en fait. À Tel Aviv, ça a commencé par quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu peux faire un cours? J'ai dit, bah, ok. Et après, la semaine d'après, ah, mais alors, je peux faire chez moi la semaine prochaine. Et pendant, je sais pas, 3 ou 4 ans, j'étais la rabbinite itinérante, en itinérance, avec, à aller de maison en maison jusqu'à la période du Corona, ça s'est passé. Et en fait, ça agrémente beaucoup, 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 beaucoup. Et finalement, vous voyez, ces quelques personnes qui m'ont au début invité chez elles, eh ben, elles ont un mérite incroyable parce que finalement, si ça fait 11 ans que j'enseigne, c'est grâce à elles. D'accord? Alors, la cinquième façon, c'est... Ah oui, et aussi, je voudrais expliquer une chose importante, c'est que il y a une différence quand on voit un rave sur YouTube et quand on le voit en vrai. C'est-à-dire qu'on l'invite à la maison, on va à son chiour, c'est qu'on voit le comportement du rave en dehors de l'écran. C'est connu que, vous savez, le Rav Ovadia Yosef, pendant des années, peut-être des dizaines d'années, il donnait un chiour le samedi soir. C'était retranscrit sur, à la radio. À l'époque, c'était une organisation technique incroyable pour retransmettre ce chiour du Rav. Elle a été retranscrit à la radio en Israël et même à l'étranger. Et il y a des gens qui ont témoigné qu'en fait, ils ont plus appris de voir le Rav Ovadia avant et après le shiur. Comment il disait tout, à tout le monde bonjour, comment il était respectueux. Euh, de ça, ils ont plus appris encore que du shiur en lui-même. Moi, vous savez, donc je forme les calottes depuis les mariés depuis 12 ans. Et Baruch Hashem, depuis 3 ans, je forme les madrichot, c'est-à-dire que je les prends en stage. Elles viennent et elles apprennent euh, comment transmettre, comment dire, former les mariés avant le mariage. Et en fait, bah, souvent elles arrivent et c'est un petit peu le balagan à la maison et il y a les enfants qui sont là et j'installe tout le monde, toutes les jeunes filles qui sont là pour le cours, parce que je les prends en groupe, je les installe sur la terrasse, j'essaye de gérer un peu à droite à gauche jusqu'à ce que je m'installe. Et très souvent, les stagiaires qui sont venus m'ont dit, j'ai appris plus de ce que j'ai vu en backstage, dans les coulisses, que ce que j'ai vu quand tu étais en action sur la terrasse. D'accord? Donc voilà, on voit des leçons de Chinour, on voit des choses qu'on ne peut pas voir sur l'écran. D'accord? Euh, donc la cinquième façon maintenant, c'est que maintenant qu'on les connaît, qu'on les a reçus, on les fréquente. Ils sont venus chez nous. Et donc, du coup, on a été à leur shiur, où on a organisé un shiur pour eux. Alors, du coup, ça y est, on fait partie des proches. On fait partie des gens qu'on fréquente. Euh, mon frère, il a cette chance, Baruch Hashem, comme il habite aux États-Unis, la chance de recevoir Rabbi David Pinto quand il est de passage en Floride. Et ma belle-sœur me dit, c'est incroyable d'avoir Rabbi David Pinto chez soi un soir, même jusqu'au matin. Ça veut dire qu'il était chez nous 10 heures et on l'a vu 2 heures. Incroyable de voir l'impact que ça peut avoir sur les enfants. Incroyable. Et comprendre que, Baruch Hashem, on a une chance incroyable, nous les Juifs, c'est que finalement, même s'ils viennent pas forcément jusqu'à nous, on peut aller jusqu'à eux. On a une chance incroyable d'être Talmidei Chachamim qui sont accessibles. Le Rav Citruc, il était accessible à tous. Euh,
Rabbi David Pinto, il suffit de fixer un rendez-vous avec son secrétariat, on peut aller le voir. Voilà, je croisais une amie ce Shabbat qui me disait qu'elle allait manger chez le Rav Auerbach. Je me dis, mais c'est incroyable quand même. En fait, il est à là, il est à 20 minutes de chez moi, le fils du Gaon, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il habite à 20 minutes de chez moi. Et ma voisine, elle va manger chez lui. Mais quelle chance on a! Nous, les Juifs, que nos maîtres, ils ne sont pas perchés là-bas, tout là-haut. Ils sont en contact avec nous. Ils sont en contact avec nous. On raconte une histoire incroyable sur le Rav Moshe Feinstein. Donc, le Rav Moshe Feinstein, c'était le Gadol Hador aux États-Unis. Bon, si vous voulez, il y avait donc le Rabbi de Lubavitch pour les Chabad et pour le monde plus l'Itaï orthodoxe, l'équivalent du Rabbi, c'était le Rav Moshe Feinstein. Et un jour, quelques semaines après qu'il soit décédé, il y a une femme qui appelle vendredi et qui dit oui, bonjour, je voudrais parler au Rav. Alors là, son fils dit mais vous pouvez, enfin, mon père, il est niftar, il est décédé. Elle dit, oh, alors à qui je vais demander tous les vendredis l'heure de l'allumage des bougies? C'est c'est quand même incroyable. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. D'accord? Et donc, en fait, à leur contact, on finit par comprendre un peu mieux c'est quoi la Yiddishkeit, c'est quoi l'identité juive, c'est quoi le comportement juif par excellence. Des choses qu'on n'apprendra jamais dans les livres. Parce qu'un livre, ça ne nous montrera jamais tout ça. Et on apprend et on découvre et on finit par leur ressembler et notre maison ressemble à la leur. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est ça. Parce que comme je vous ai dit, c'est la maison, c'est l'intérieur qui est le cas de la passation de l'identité juive. D'accord? Et c'est que là-bas, c'est que dans ce contact intime, j'ai envie de dire, qu'on découvre vraiment qui ils sont et on peut devenir comme eux. Vous savez, une fois, aux États-Unis, j'ai entendu du Rav Shneur Ashkenazi cette histoire. Il y avait une rencontre interreligieuse. Vous voyez. Donc, il y avait un prêtre, un moine bouddhiste, bref, et un rabbin. Bon, sûrement un imam, ou que sais-je. Et à un moment, il y a une femme dans l'assistance qui s'adresse au rabbin qui lui dit, Rav, moi je suis juive, ma mère est juive, mais pourquoi je devrais continuer dans cette voie? Il y a tellement de religions, c'est tellement varié, c'est tellement intéressant. Et regardez ce que le bouddhiste vient de dire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'adore le Dalai Lama. C'est un homme de paix, un pacifiste, un homme profondément bon. Pourquoi je ne peux pas suivre son chemin? Et le Rav, il réfléchit. Et il se dit, oh là, Hachem, envoie-moi une bonne réponse. Alors il lui répond comme ça, il lui dit, regardez, moi je ne le connais pas, le Dalai Lama. En vérité, personne ne le connaît. La seule qui le connaît vraiment, c'est qui? C'est sa femme. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse venir la femme du Dalai Lama et elle va nous dire vraiment si c'est un homme saint, un kadosh, comme vous le dites. Alors, tout le monde éclate de rire, mais enfin, vous savez bien que le Dalai Lama, il vit seul, il n'a pas le droit de se marier, il n'a pas de femme. Alors, le Rav, il répond, il dit, bah justement, vous voyez, quand il rentre chez lui, il est entouré de la nature, des arbres, des chiens, des chats, c'est très bien. Mais moi, quand je rentre à la maison, j'ai ma femme qui m'attend, mes enfants, toute une vie familiale. Et ma femme, elle me dit, pourquoi t'es là, pourquoi t'es où t'étais, pourquoi t'étais en retard? Et moi, à ce moment-là, j'essaye de rester patient, j'essaye de rester respectueux, de lui sourire, de lui apporter de l'affection, un regard positif. Je travaille sur mon caractère et j'essaye, je m'efforce d'être kadosh. Mais vivre seul avec des chiens et des chiens, des chats et des arbres et être kadosh, c'est pas un très très grand défi. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, nous, l'identité d'une personne, non seulement elle se forge à la maison, mais évidemment, elle se révèle à la maison. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, ce qu'on est en train de découvrir. Deuxièmement, donc, premièrement, les inviter chez eux, chez nous. Deuxièmement, il faut s'attacher à la poussière de leurs pieds. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attacher à la poussière de leurs pieds? Alors, le Barthénora explique que, bah, en fait, on parle de poussière parce qu'avant, le Rav était assis sur un banc, il y avait beaucoup moins de mobilier, il n'y avait pas de Ikea, d'accord? Et donc, le Rav, lui, il avait un banc ou une chaise et les élèves étaient sur un tapis. Donc,
C'est ça, Davak Beafak Raglechem, de être, comment dire, s'attacher à la poussière de leurs pieds. D'accord? Euh, Là, en fait, on voit une évolution dans les paroles de la Mishnah. Au début, on a fait rentrer les livres. Ensuite, on a fait rentrer les rabbinim. Et là, on s'est attaché à eux. On les écoute. Et quand on dit Avak Beafar Aglechem, alors Avak veut dire poussière, mais Avak, vous savez, ça veut aussi dire euh, c'est aussi une lutte. Quand Yaakov il lutte avec l'ange de Esav, on parle de poussière. C'est-à-dire qu'il y a un autre stade, on est à Vak. On commence à lutter avec la pensée du Rav, discuter avec le Rav. Mais Rav, vous avez dit ça, mais ça, sur ça, je ne suis pas d'accord, ça, je ne comprends pas. Au début, on écoute, on est humble, d'accord? Et une fois qu'on commence à mieux cerner la pensée du Rav, on lui dit, ça, pour moi, je comprends pas, ça fait pas sens, ou ça, j'arrive pas à l'intégrer encore dans ma vie. D'accord? Et c'est ce qui va ensuite, ce qui nous permet de comprendre la suite de la Mishnah, qui est boire avec soif les paroles de nos Chachamim. Alors, avec soif, ça veut dire que quand on a soif, on ne veut pas perdre une seule goutte. D'accord? On veut boire, tiens, ça me donne envie de boire. Mm. Et on veut pas rater une goutte. C'est pareil avec les paroles des sages. On veut pas du tout rater une goutte. En fait, c'est comme les gens qui veulent de l'argent. Il y a des gens, parfois, ils ont fait une exit et ils ont, par exemple, celui qui a vendu Mobileye, il a fait une exit de 1 milliard de dollars. D'accord? Et il continue à travailler, il bosse encore. Et tu dis, mais tu as déjà accumulé tellement de biens, alors pourquoi encore, encore, encore? Eh bien, parce que je veux encore des dollars, parce que chaque dollar est précieux, même s'il en a déjà des milliards. Alors nous, c'est pareil, mais avec la Torah. Oui, je connais beaucoup d'enseignements, mais tellement chaque enseignement, il est précieux que je veux encore en rajouter, même si j'en ai des milliers. D'accord? Et donc, ça, si vous voulez, c'est ce que veut nous dire la Mishnah. Et sur ça, j'aimerais rebondir avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est que, au Hachem, il y a cette habitude extraordinaire. Moi, j'entends des gens qui me disent, ah, mais Joy, tu sais pas, moi, j'entends des 10 cours par semaine. J'écoute 10 cours par semaine. J'écoute deux, trois cours par jour. Dès que j'ai un moment de libre dans la voiture, je mets un cours. Je suis en train de repasser, je mets un cours. Je suis en train de courir, de faire mon jogging, j'ai un cours. Je mets un cours. Et là, j'aimerais vous donner la différence fondamentale entre la Torah en tant que passe-temps. Oh là, j'ai vu que vous avez écrit Alors voilà. Donc Valérie, elle me demande, est-ce que le séminaire du dimanche matin est un écran? Bah, justement, je vais répondre à la question maintenant. Euh, ok. Je reviens à ce que je disais. Donc, il y a une différence fondamentale entre écouter la Torah comme un passe-temps et boire les paroles de nos sages avec soif. C'est deux choses différentes. Pour ça, je voudrais juste vous raconter une petite blague et vous allez comprendre. Vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite, vous allez comprendre la réponse après. Il y a deux étudiants à la yeshiva qui viennent voir leur rosh yeshiva parce que ils ont très envie, pendant qu'ils étudient la Gemara, de fumer. D'accord? Alors le premier, il y va, et il vient voir le Rosh Yeshiva, il est un peu gêné, mais bon, il se lance, il pose la question. Il dit, Kvod Harav, est-ce qu'on peut fumer pendant qu'on étudie la Gemara? Et le Rav, qu'est-ce qu'il répond? Chas Shalom! On ne peut pas faire une telle chose. Quand tu étudies la Gemara, tu dois être concentré à 100%. Tout ton âme, même ton corps, il doit être absorbé par la Gemara, au point que tu ne peux pas avoir une activité extérieure. Ok. Alors il revient et il raconte ça à son copain. Il dit, voilà, le Rav, il a dit qu'on ne peut pas fumer pendant qu'on étudie la Gemara. Alors le copain lui dit, attends, je vais y aller, moi, tu vas voir que je vais avoir son OK.
Alors, il vient voir, il fait, Kvod Arav, est-ce qu'on peut étudier la Gemara pendant qu'on fume? Alors, il lui dit, Pshh, pendant que tu fumes, tu veux étudier la Gemara? Pshh, sadique, bravo, avec plaisir, bien sûr, tu peux le faire. Alors, il revient, il dit, c'est bon, j'ai eu le OK. Alors, qu'est-ce que ça nous montre, cette petite histoire? C'est qu'il y a une différence. Dans un cas, l'activité principale, c'est qu'il est en train de fumer et en parallèle, il écoute la Torah comme un passe-temps. Et c'est un très bon passe-temps, la Torah. Beaucoup mieux que de jouer à Bubbles ou que de regarder, je sais pas, une série sur Netflix. C'est évident. D'accord? Donc c'est déjà un très haut niveau de faire ça. De prendre, moi, je suis admirative. Personnellement, je ne sais pas faire ça. Mais quand quelqu'un me dit, j'écoute un, deux, trois cours pendant que je suis en de faire mon jogging ou que je plie du linge, ah, waouh! C'est un très bon un passe-temps. Mais ça reste un passe-temps. C'est-à-dire que le passe-temps, il va pas forcément nous transformer. Et en deuxième, il y a la Torah où on s'arrête et on fait que ça. Et ça, c'est celle qui nous construit. Je connais des gens qui, depuis des années, écoutent des dizaines d'heures de cours par semaine et qui eux-mêmes se plaignent qu'ils ne changent pas. Et d'autres qui ont un cours une fois par semaine et ça leur a transformé la vie. Moi, j'ai des dames à la synagogue qui me racontent que pendant 5 ans, 10 ans, même parfois pendant 2 ans, elles ont été au séminaire de la rue Henri Murger. Et c'est incroyable quand j'entends ça, parce que c'était une époque où les femmes, il y a 20 ans, 25 ans, elles n'avaient pas de cours de Torah sur Internet. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait le séminaire de la rue Henri Murger. Ça leur a fait toute leur évolution dans leur couple, dans leur judaïsme, dans leur sionisme. C'est incroyable. Et moi, je vois par exemple, Madame Benzaken me raconte, nous a raconté que quand elle reçoit un cours de Rabbi Jacobson, elle l'écoute minimum 3 fois. Si ce n'est 4, si ce n'est 5, si ce n'est 10. C'est-à-dire qu'elle l'écoute et après elle fait Chazara. Donc, et ces cours-là, ils nous transforment réellement. C'est pour ça, je vous rappelais que vous avez déjà fait un cours sur justement la Torah sur Internet et je vous avais expliqué la manière dont il fallait prendre les choses. Que en fait, il faut toujours euh, étudier en vue d'appliquer. Et d'une certaine manière, comme on n'a pas une capacité de transformation, d'application qui est illimitée, bah forcément, ça limite le nombre de cours qu'on peut entendre. Moi, quand j'écoute un cours, je m'arrête et en général, je note. Et je me dis à la fin, bah, il faut que je change quelque chose dans ma vie. Je ne l'ai pas écouté pour rien. C'était pas un Netflix, justement. D'accord? Et donc, du coup, forcément, on en écoute peut-être moins, mais c'est plus qualitatif. C'est ça, en fait, ce qu'elle nous dit, cette Mishnah. C'est exactement ça. Quand elle nous dit, attache-toi à la poussière de leurs pieds et bois leurs paroles avec soif, alors c'est ce dont la Mishnah nous parle. D'accord? Donc, encore une fois, il y a deux types d'études. Il y a l'étude passe-temps, aucun problème, c'est très bien, vraiment, c'est magnifique. C'est comme le jeune qui étudie la Gemara pendant qu'il fume. D'accord? Tu dis, bah, c'est bien. Déjà, si de toute façon il est en train de fumer, alors c'est mieux qu'il étudie la Gemara plutôt qu'il fasse rien. D'accord? Mais c'est pas la même chose que ça sort avec son Stender et vraiment être 100% entier dans ce qu'on est en train d'étudier. D'accord? Donc, pour celle qui posait la question, Valérie, est-ce qu'on doit considérer notre séminaire du dimanche comme un écran ou comme un passe-temps? J'espère que non. Mais de toute façon, je vous vois. Enfin, celle qui ouvre les caméras, je vois que vous êtes bien, bien concentrés. D'accord? Donc, je suppose et j'espère que c'est quelque chose qui vous transforme réellement. D'accord? Voilà, donc ça, c'était pour la Mishnah numéro 4. On va passer à la 5.
Alors, la 5, elle nous dit que ta maison soit largement ouverte. Euh, euh, je vous relis en hébreu, j'aime bien lire en hébreu. Tout. Yé betecha patuach lerevacha. Donc, que ta maison elle soit largement ouverte. Alors là, comme je vous ai dit, on a déjà parlé de la Torah. Maintenant, on va finir, on va faire le troisième pilier qui est le chesed. Eh ben, euh, nos sages nous disent que une maison juive a la provocation à être ouverte. Une maison juive, ça rentre, ça sort. Et elle est ouverte comme la tente d'Abraham, des quatre côtés. Et chez nous, tout le monde doit être le bienvenu. Riche, pauvre, intelligent ou non, pratiquant ou non. Ça, c'est la grande question quand on est rave ou que on essaye voilà, d'avoir de l'influence ou d'essayer voilà, on essaye d'influencer les autres. C'est la grande question. Est-ce que jusqu'à quand on peut faire rentrer les gens chez nous, quoi? Alors, moi, je dis deux choses. La première, si vous ne sentez pas quelqu'un, ne le faites pas rentrer chez vous. C'est la règle numéro un de base. Sachant que les femmes, c'est ce que nous dit Rachid, que les femmes, elles savent reconnaître les invités. D'accord? Donc moi, il y a des gens que j'ai déjà reçus chez moi une fois, euh, ils ne sont pas revenus une deuxième. C'est rare, c'est rare. Mais des comportements qui ne m'ont pas plu. D'accord? Donc ça, c'est la première règle. Si vous ne sentez pas quelqu'un, ne le faites pas rentrer chez vous. La deuxième règle, même si les gens qui viennent chez vous n'ont pas les mêmes habitudes ou le même mode de vie que vous, il doit y avoir des règles. D'accord? Par exemple, il est hors de question que quelqu'un sorte son téléphone le vendredi soir à Shabbat. D'accord? On sait qu'il y en a qui ont leur téléphone dans la poche, même physiquement, on le voit. D'accord? Mais il y a une ambiance qui fait que ils n'oseront pas le faire. D'accord? Parce que c'est nous qui fixons quand même, quoi qu'il en soit, les règles de la maison. D'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, de avoir une maison de Torah, comme on a dit dans la Mishnah d'avant, et comme avoir une maison de chesed, ça veut dire ça rentre, ça sort, on fait venir les pauvres. Moi, encore une fois, je vous dis pourquoi ça m'a rappelé ma mère, parce que souvent, il y avait des gens chez moi qui venaient pour chercher des vêtements pour eux, ou qui venaient pour chercher de l'argent, ou qui venaient pour chercher de la nourriture. Et ma mère, attends, il y a des non-juifs aussi. Magdalena, la voisine, il y avait une Portugaise qui habitait tout en haut. Une fois par jour, elle descendait, elle avait son petit plat de couscous. Tenez, Magdalena. Donc ça apporte la bracha. Tout comme les rabbinim, la Torah, leur présence apporte la bracha, le fait d'organiser un shiur chez soi, ça apporte la bracha, le fait d'ouvrir sa maison, de nourrir les pauvres, ça amène la bracha. Chez nous, les Juifs, on ne doit pas trier nos invités. D'accord? Comme je vous ai dit, des fois, il y a certaines personnes, évidemment, qu'on ne va pas faire entrer chez nous. On peut imposer certaines règles ou un état d'esprit, mais quand on fait rentrer du monde, particulièrement des pauvres, ça apporte la bracha à la maison. Ça m'a rappelé une histoire de donc la mère du Rav Noam Elimelech Milizansk. Euh, eh bien, et de son frère, le Rav Zusho de Anépoli. Donc, c'était deux frères extraordinaires. Euh, et pendant des années, c'était une femme qui n'avait pas d'enfant. Et un jour, elle recevait chez elle des pauvres, elle les logeait, elle les hébergeait, elle les nourrissait. Et un jour, elle a reçu un monsieur qui est venu donc avec son aide. Et elle les a reçus, il avait la lèpre. Et il lui a dit, personne ne me reçoit dans sa maison. Et si vous êtes la dernière maison, et si vous ne me recevez pas, je vais dormir dehors. Et elle et son mari, ils ont décidé de le recevoir, même si à cette époque, donc la lèpre était quelque chose de contagieux. Et ils l'ont laissé une chambre et même donné des soins, donné des crèmes. Il a passé la nuit et puis il est reparti. Et à ce moment-là, quelques semaines plus tard, elle s'est rendue compte que elle attendait
un bébé. Ce bébé, ça allait être le Noam Elimelech. Et peut-être, on ne sait pas si c'était Eliyahu Hanavi, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mérite de quelqu'un qui fait rentrer quelqu'un chez soi, qui est dans le besoin, ça, évidemment, ça apporte la bracha. Euh, et d'ailleurs, ça me rappelle une autre histoire qui va encore dans ce sens, qu'il ne faut pas trier les invités. Ça concerne justement une histoire du Noam Elimelech lui-même. Donc au début, c'était quelqu'un qui était pauvre et qui enseignait, qui se déplaçait de ville en ville pour transmettre la Torah. Et après, il s'est enrichi. Et il est devenu donc, il avait maintenant une charrette. D'accord? À l'époque, ouah, une charrette, c'était un signe de richesse. Des chevaux, c'était, voilà, comme on dirait aujourd'hui, il est venu en Tesla, quoi. D'accord? Et un jour, quand il vient à Lizansk pour donner un cours de Torah, eh bien, il y a un riche qui vient qui dit, ah, le Noam Elimelech, est-ce que tu veux venir chez moi? Je vous ai préparé une chambre magnifique, vous aurez tout ce que vous voulez. Et Noam Elimelech lui répond, non, non, moi je vais aller chez la famille qui m'a accueilli pendant toutes ces années. Par contre, toi, si tu veux, je peux garer ma charrette chez toi et tu vas nourrir mes chevaux. Alors, le riche lui dit, mais comment ça? Pourquoi vous voulez pas venir chez moi et pourquoi vous voulez me donner vos chevaux? Alors, il lui dit, moi, quand je venais à pied, tu me calculais pas. Aujourd'hui, je viens avec mes chevaux, je viens avec ma Tesla, tu veux m'honorer? Donc, c'est pas moi que tu veux honorer, c'est mes chevaux. Si tu veux vraiment les honorer, prends mes chevaux et honore-les. D'accord? Donc, c'est une petite histoire pour dire justement que, voilà, au Hachem, nous, on a pour vocation à ouvrir donc nos maisons à tout le monde, peu importe l'aspect et tout le reste. D'accord? Euh, donc, le Rav Lau explique que cette Mishnah, elle nous dit donc vraiment de faire rentrer les pauvres chez nous. Euh, euh, Qu'ils doivent pouvoir taper à la porte pour recevoir des choses à manger, ou parfois c'est nous qui allons, il dit le Rav Yaakovson, c'est bien de donner la tzedaka, mais il n'y a rien de mieux que de vraiment faire des paquets avec des boîtes et de la nourriture et réfléchir quelle conserve, quelle chose mettre dans le panier pour apporter à la personne qui est dans le besoin. Et c'est intéressant parce que j'ai entendu ça aussi du Rav Ben Chetrit. Le Rav Ben Chetrit, il témoigne aussi que, je ne sais plus, c'était son grand-père, je crois, il était connu pour justement vraiment nourrir les pauvres de sa ville. Et donc souvent, le Rav Ben Chetrit rigole en disant, voilà, c'est bien, nous on donne à Khad et Naomi, on a donné l'argent, ça y est quoi. Mais lui, vraiment, il portait les sacs, il allait se déplacer. Et souvent, il dit que il pense que le sprout qu'il a de diffuser autant de Torah et d'avoir autant de succès, ça vient justement de la Messirut Nefesh, du chesed de son grand-père. D'accord? Deuxièmement, pourquoi c'est aussi très important? Parce que de faire ça, parce qu'on ne sait jamais dans la vie, la roue peut tourner. Et le Rav Lau dit que si nous, on a l'habitude de recevoir des gens chez nous, eh bien, si un jour nos enfants ont besoin d'être reçus, ils le seront, par notre mérite à nous. D'accord? Ça m'a rappelé une petite histoire aussi qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Euh, une amie à moi qui m'appelle et qui me dit, oh là là, je me rappelle que tu as habité à New York et moi je suis en panique totale parce que ma fille, je l'ai envoyée à New York, mais elle est dans une maison, c'est la catastrophe. Il y a un monsieur chelou, il faut que je la sorte de là-bas, mais je connais personne à New York, s'il te plaît, tu peux m'aider. Alors je lui dis, bien sûr, voilà, je te donne le numéro de ma belle-sœur, j'ai une belle-sœur qui habite à New York. Et je lui dis, bien sûr, appelle-la, elle va la recevoir. Je sais qu'elle ouvre sa maison à tout le monde et ta fille pourra dormir chez elle. Et effectivement, elles se sont appelées les deux et ma belle-sœur, Métal de New York, a reçu la fille de ma copine. Pendant une semaine, elle a été reçue, nourrie, logée, blanchie. Et, et sa fille, quand elle est rentrée en Israël, elle a dit à sa mère, elle a dit, c'est incroyable parce que moi, je t'ai toujours vue, maman, en train d'ouvrir la maison à tout le monde.
Et quand j'étais là-bas à New York, j'étais bloquée, j'étais dans une maison avec des gens chelous, je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. Je me suis dit que par le mérite que toi tu ouvres ta maison, il y a quelqu'un qui va m'ouvrir ma maison, qui va m'ouvrir sa maison. D'accord? Donc la roue tourne. La roue tourne et on a besoin de cumuler des mérites justement pour se retrouver toujours à l'abri. D'accord? Alors la dernière chose qui peut paraître un peu étonnante, où on dit bah, Atarbe Sikha et Maïcha, alors on voit vraiment pas le rapport, ne parle pas de choses futiles, en plus avec ta femme et avec la femme des autres. Alors là vraiment, ça fait vraiment cheveux dans la soupe. Alors, en fait, on comprend bien. C'est que la Mishnah, elle est logique. Elle te dit la maison, elle est ouverte, ça rentre, ça sort, tout ça. OK. Mais attention, il faut quand même garder des principes. Il faut quand même faire attention au danger de la mixité. D'accord? Et donc, premièrement, on ne doit pas bavarder de tout et de rien avec les époux des autres, d'accord? Avec les gens de l'autre sexe, si vous voulez. Ça ne se fait pas. Et c'est le début des problèmes, d'accord? Donc, moi, personnellement, je ne parle pas au monsieur. Pourtant, ma maison, elle est grande ouverte, d'accord? Mais chez nous, déjà à table, quand on reçoit du monde le vendredi soir, il y a deux côtés. Il y a le côté homme et le côté femme. C'est pas mix à table. Donc moi, je suis du côté femme, j'ai les conversations avec les femmes, mon mari est côté homme et c'est lui qui gère. D'accord? Mais on ne mixe pas. On ne mixe pas. C'est très important. D'accord? Donc on a cette ouverture et en même temps, comme je vous ai dit, c'est cadré. On ne va pas papoter avec le mari de la copine ou quoi que ce soit. Euh, Deuxièmement, alors, on comprend avec les époux des autres, évidemment, mais alors là, quand on te dit avec ta propre femme, on ne comprend pas. Alors, nos sages nous disent qu'il s'agit là de sira dans le sens parole futile. En anglais, on dit gossip, du gossip. Gossip, c'est parler de gens, évidemment un peu de la shonara à droite à gauche. Alors non, même dans le couple. Vous voyez, on rentre vraiment dans l'intimité du couple. On doit essayer, s'efforcer d'avoir des conversations de qualité. D'accord? Donc, évidemment que des fois, on parle de tout et de rien parce qu'on a besoin un petit peu d'évacuer tout ça. Mais on doit s'efforcer à ce que, même au sein du couple, ce soit des conversations qui soient de qualité, pas parler des uns et des autres. D'accord? C'est aussi une chose très importante que quand on ferme. euh, la porte de la maison. On commence pas à dire, ah, t'as vu, lui, il a fait ça, t'as vu, elle a fait ça, t'as vu ceci, t'as vu cela, d'accord? C'est aussi une règle qu'on s'est fait à la maison avec mon mari, que quand on ferme la porte le vendredi soir, on ne parle pas des gens qui étaient chez nous. Et donc, voilà, c'est encore une fois, souvenez-vous, c'est là que se forge l'identité, c'est là que se forge le comportement juif par excellence. Et donc, on va même jusqu'aux conversations dans le couple pour dire que là, on doit garder la splendeur de l'attitude juive par excellence. D'accord? C'est ça ce que elle veut nous dire, notre Mishnah. Voilà. Donc, je vous souhaite d'avoir des belles maisons avec beaucoup de Torah, la Torah de qualité qui vous fait progresser, qui vous fait grandir, beaucoup de recède, que vous ayez une maison ouverte et que vous soyez aussi toujours accueillis chez les autres quand vous en aurez besoin et vos enfants aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine, Mesrat Hachem. Voilà. Merci beaucoup.